Salut à toutes et à tous, nous nous approchons doucement de la deuxième partie du mois de décembre, de Noël et du Nouvel An. Mais avant ça, pour les élèves, il y a la remise des bulletins de notes. Pour les élèves et aussi pour les députés français, manifestement, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a tenu à remettre hier blâme et sanctions à celles et ceux qui ne se tiennent pas bien. Ils sont tous frappés. Et surprise, ils font tous partie de l'aile gauche de l'hémicycle. Ils n'ont pas été sages, ils n'ont pas su se tenir, notamment lors des discussions sur le projet de loi immigration de Gérald Darmanin. Un projet de loi qui pour l'instant a fait pchit après le succès de la motion de rejet préalable déposée par les écologistes, ce qui entraîne aujourd'hui une crise politique. De ce sujet et d'autres, nous parlerons dans ce nouveau bulletin d'infos façon Le Média. Oyez, oyez, bonnes gens, voici la liste de celles et ceux qui ont le bonnet d'âne, c'est-à-dire une division par 2 ou par 4 de leurs indemnités parlementaires. Hugo Bernalicis, France Insoumise. Antoine Léaumont, France Insoumise. Sébastien Delogu, France Insoumise. Sandra Rugol, les écologistes. Benjamin Lucas, les écologistes. Et Sabrina Sebailly, les écologistes. Antoine Léaumont a raconté à mes collègues Lisa Lapp et André Manivit comment il a appris qu'il était convoqué chez la chez la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Je l'ai appris par mes camarades qui sortaient du bureau. C'est quand même... faut vous imaginer comment ça se passe. C'est-à-dire, je ne savais pas qu'il y avait ce bureau. Je découvre en voyant mes camarades qu'en fait, ils me disent « Mais t'as été sanctionné aussi ?» Je dis « Ah bon? Mais de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit ?»« Eh ben, t'as traité les fachos de nazis. » Ok, d'accord. Ben, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé, mais ça a déjà arrivé à tout un tas de gens. Et si c'est interdit, il va falloir nous le dire. Bon, c'est rigolo. Ça fait année collège, convocation chez la CPE. Mais en fait, c'est grave. C'est grave parce que pour un grand nombre, ces députés sont punis pour avoir qualifié politiquement des adversaires, notamment des adversaires d'extrême droite, les meilleurs ennemis de la Macronie, ce qui ne devrait pas exister en démocratie. La liberté de parole des députés, elle est garantie par l'article 26 de la Constitution. On a une irresponsabilité sur nos votes et sur ce qu'on dit. Donc, le règlement de l'Assemblée, il est fait pour qu'il y ait une forme de bonne entente, que ça se passe bien dans les débats, mais il n'est pas fait pour faire taire les députés de la République française. Et je ne me tairai pas. Ce n'est pas pour faire joli que les institutions protègent le pouvoir législatif, la parole des députés, d'éventuels abus du pouvoir exécutif par exemple, ou de l'arbitraire administratif. On se souvient en effet de la fameuse phrase de Mirabeau face à l'arbitraire royal en juin 1789. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. En réalité, il n'est pas si innocent que ça que la Macronie se serve du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et d'un bureau où elle est absolument majoritaire avec ses alliés de droite pour persécuter l'opposition parlementaire, comme elle se sert de la police, par exemple, contre les expressions populaires dans la rue. En effet, le pouvoir Macron, qui n'aime rien autant que dénoncer les extrêmes, représente lui-même un extrême, le plus sournois, historiquement antidémocratique. Nous sommes au cœur de l'extrême centre. Pas de légitimité, surcroît de légalité. Tout le problème de la République démocratique, c'est bien sûr ce double binôme qui est ce qui est légal et d'autant plus fort que c'est légitime. D'ailleurs, tous les députés de la Révolution, puis de la République, ont toujours essayé de faire en sorte que le légal soit superposé au légitime, c'est-à-dire que la demande populaire soit transformée en loi positive. La ruse de la Macronie procède d'une logique inverse, se servir de tous les outils institutionnels disponibles pour écraser les oppositions et faire barrage à la volonté populaire. La succession de 49.3, 37.1 et autres articles 16 en témoignent. L'État macroniste tabasse les manifestants, use de sanctions financières grotesques contre les députés et s'active contre la liberté de la presse en Europe. Aux côtés de 6 autres capitales européennes, Paris s'active pour pouvoir espionner les journalistes en toute légalité.
Présenté le 16 septembre 2022, l'acte européen sur la liberté des médias avait pour but d'aider les journalistes et de leur donner plus d'indépendance. Le projet devait notamment organiser, je cite, le renforcement de l'indépendance éditoriale des rédactions, la surveillance de la concentration des médias et empêcher l'utilisation de logiciels espions contre les médias, les journalistes et leurs familles. Un texte d'abord salué par de nombreuses associations de médias jusqu'à l'introduction d'une nouvelle version et d'un alinéa dans l'article 4 de cet acte. Rappelons que cet article faisait déjà bien parler de lui car il légalisait l'utilisation de logiciels espions au cas par cas, dans une optique de sécurité nationale. À la demande de nombreux États de l'Union européenne, dont la France, un alinéa a donc été ajouté, légalisant l'utilisation de logiciels espions dans le cadre d'enquêtes liées à une liste de 32 délits. Tout motif de sécurité nationale pourrait suffire pour poursuivre ou surveiller un journaliste, décrypte Christophe Bigot, avocat spécialiste du droit de la presse en France. Ariane Lavrieux, journaliste d'investigation pour Disclose, nous expliquait ce matin même pourquoi une telle mesure pose problème. Écoutez. C'est l'entièreté des syndicats de journalistes, des fédérations de journalistes, des dizaines de médias et de députés, de parlementaires européens qui le disent. Cette loi va légaliser l'espionnage des journalistes. Elle va démultiplier les capacités des services de renseignement, des autorités, en leur donnant la possibilité d'utiliser les logiciels espions dans tout un tas de cas. Donc c'est extrêmement grave en fait. Ça réduit l'espace démocratique d'un coup, ça crée une intimidation générale à l'égard de tous les journalistes et encore une fois de celles et ceux qui veulent informer en fait, qui n'arrivent pas à changer les choses dans leur entreprise, dans leur État, dans leur ministère et qui utilisent le recours journalistique pour essayer de faire avancer les choses, de faire progresser la société. Et donc, c'est une attaque extrêmement grave contre la liberté de la presse et notre espace démocratique. Face au risque de dérive, le Parlement européen a rappelé à l'ordre les États le 3 octobre dernier. 2/3 des eurodéputés ont adopté une proposition de loi prévoyant un encadrement beaucoup plus strict de la surveillance des journalistes. L'intrusion ne doit pas avoir pour résultat d'accéder aux sources journalistiques. Elle doit être justifiée au cas par cas dans le cadre d'enquêtes pour certains crimes. Le gouvernement français et ses alliés se disent désormais favorables à l'ajout de l'obligation d'obtenir l'accord d'une autorité judiciaire avant de porter atteinte à la protection des sources. Demain, vendredi 15 décembre, aura lieu le 3e tour de discussion entre le Conseil de l'Union européenne, le Parlement et la Commission européenne. La France, aux côtés de 6 autres États membres, prévoit de défendre activement la possibilité d'espionner les journalistes qui vivent et travaillent au sein de l'Union européenne. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à retrouver cette enquête sur le site de Disclose et désormais sur le site internet du média, lemediatv.fr. Ce matin s'est ouvert un sommet européen important avec un sujet central, la poursuite du soutien à l'Ukraine. C'est un conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui réunit les 27 pays membres et qui se poursuivra demain. Un sommet qui s'ouvre alors que l'Ukraine se trouve dans une mauvaise position dans le cadre de la guerre que lui fait la Russie. La contre-offensive lancée par Kiev en juin dernier est clairement un échec. Et la tension des États-Unis est désormais tournée vers le Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien. Dans ce contexte, que peut faire l'Europe? Elle a entre ses mains 2 armes. Une arme institutionnelle via l'accélération des négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine qui la placerait de facto sous la protection de l'Union, et une arme économique. Il s'agit d'une aide de 50 milliards d'euros sous forme de prêts et de dons qui doit être approuvée par les 27. Mais il y a un hic, et ce hic s'appelle Viktor Orban, le Premier ministre hongrois qui menace de poser son veto sur les 2 options. C'est la fin de ce Flash Info version Le Média. Le Média, votre média, est en campagne. Objectif, au moins 100 000 € d'ici le 31 décembre pour ne pas finir l'année dans le rouge et commencer l'année 2024 sous de bons auspices. Nous sommes à un peu plus de 30 000 € collectés. Poursuivons l'effort. Quant à moi, je vous dis à plus.